La pratique mentale n'est pas un concept nouveau pour nous. Et bien sûr, nous avons entendu nos professeurs nous suggérer d'imiter les beaux sons des violons ici pour créer un toucher plus fluide, ou les trompettes là-bas pour produire un ton plus vif. On nous a aussi parlé de l'aide que peut apporter la pratique mentale pour mémoriser une œuvre plus efficacement, ou même pour surmonter certains passages difficiles. Malheureusement, on ne nous a pas donné d'informations complètes sur la pratique mentale et surtout pas sur son importance dans notre routine quotidienne. Et pourtant, elle est absolument essentielle pour développer une technique saine et une expression authentique au piano. Permets-moi de te donner quelques exemples. Lorsqu'on nous dit de jouer avec une tension saine et d'activer le bout des doigts pour pouvoir rester en contact avec le clavier sans s'effondrer, cela ne peut pas être atteint sur commande. Nous ne connaissons pas vraiment la sensation des extrémités de nos doigts et la seule façon, selon moi, de générer les bons signaux et les bonnes sensations, celles qui créent un toucher différent et donc un son différent, c'est d'imaginer ce son d'abord dans notre esprit. C'est comme pour l'écriture. Quand nous avons une idée, les doigts suivent et les mots apparaissent sur le papier. Créer la bonne qualité de son avec les bonnes couleurs, par exemple des harmonies froides ou chaudes, brillantes ou douces, tendues et tranchantes ou ouvertes et consonantes. Créer différents volumes sonores, y compris un fortissimo. Parce que si tu joues mezzo forte, c'est probablement que tu entends quelque chose de mezzo forte dans ta tête. Donc la première étape, c'est d'abord de vérifier si tu imagines le son assez fort, mais sans dureté. Un son rond, riche. Et bien sûr, on utilise aussi le poids du bras, mais ça vient en second. Si le bon volume n'est pas déjà présent dans notre esprit, notre jeu ne fera que refléter cette absence. Le travail des voix, par exemple, ce n'est pas juste faire ressortir la mélodie et jouer le reste plus doucement. Cela ne suffit jamais pour vraiment contrôler le son. Mais si l'on apprend que tout commence dans notre tête, où l'on peut séparer les couches et imaginer les sons à différentes distances de soi, alors cela envoie naturellement le bon signal au bout des doigts, ceux-là même qui feront chanter cette belle mélodie. Et la mélodie ressortira, même si tout est joué, disons, en pianissimo, simplement parce que, dans ton esprit, tu as pu te concentrer sur le son, presque au niveau moléculaire. Cela rendra naturellement le son plus vibrant, plus présent, même dans le cadre d'un pianissimo. Et cela, ce n'est qu'un aspect de la pratique mentale, celui qui concerne l'imagination sonore, ce qui se passe dans notre esprit. Comme je le dis souvent, c'est une ligne verticale. Comment nous imaginons la note avant même de toucher la touche? Mais il y a bien plus encore. Une autre manière d'aborder la pratique mentale, c'est de comprendre qu'il existe aussi une ligne horizontale dans la création musicale au moment où l'on joue. J'en parle souvent, créer de la musique dans les espaces entre les notes, à l'intérieur de l'intervalle. C'est là que nous travaillons. Nous travaillons avec nos cordes vocales. Nous apprenons à chanter intérieurement, non seulement les notes, mais aussi la distance entre les notes, de façon juste. Et ensuite, nous pouvons aller plus loin et utiliser ce chant intérieur comme un canal pour maintenir le poids du bras pendant que nous jouons, ou pour exprimer les articulations de manière plus claire et précise. L'articulation ne dépend pas du son ou du mouvement de la main. Ce ne sont là encore que les conséquences, les résultats de la manière dont nous avons conçu cette articulation au départ. Les articulations naissent de notre chant intérieur. On y alterne différentes vitesses, différents poids entre les notes. Au lieu de chanter legato comme ceci, on peut chanter staccato ou tenuto,
tenuto, voire même avec un accent. Cela va envoyer les bons signaux aux muscles des doigts dans la paume pour exécuter cet accent de manière puissante, riche, mais sans dureté. Le tenuto sera suffisamment profond et posé, et le staccato sera net et précis, sans aucune tension dans le poignet. On peut aussi utiliser le chant intérieur pour exprimer la structure musicale. C'est un peu comme assembler des blocs de Lego. On construit le schéma de la pièce, on observe comment les petites unités se connectent à des blocs plus larges et où se trouvent les points de tension. On parle de phrasé, bien sûr, mais au fond, il s'agit de gérer l'énergie, en donner moins, en donner plus, et voir comment cela influence les nuances, les couleurs, la qualité du geste du bras, tel qu'il est inspiré par notre chant intérieur. Faire un phrasé sans chant intérieur, c'est impossible. On peut essayer de le simuler, de l'imiter, mais on n'en tirera jamais vraiment de plaisir. Cela ne semblera jamais tout à fait naturel, ni vraiment juste. Et surtout, peut-être que ça marchera une fois, mais dans une autre pièce, tu ne sauras pas comment aborder cela à nouveau. Et si l'on prend encore plus de recul, si l'on observe une œuvre dans son ensemble, on peut appliquer la même approche pour identifier les grandes sections de la forme musicale. Encore une fois, tout revient à l'énergie. Où commence-t-elle? Où faut-il donner moins d'énergie? Ce qui, soit dit en passant, est très important car la plupart des pianistes, même professionnels, n'apprennent jamais à donner moins, puisque les professeurs demandent toujours plus. Mais si tu n'as jamais appris à offrir le moins, tu ne pourras jamais vraiment atteindre le plus. Tu peux donc avoir un début, un développement, une montée et un point culminant dans une section. Et tout cela s'exprime et se ressent à travers différentes énergies que tu peux, encore une fois, intégrer dans ton chant intérieur, dans l'espace entre les notes. C'est ainsi que tu vas pouvoir structurer la forme musicale et ressentir le fil narratif de la pièce de manière naturelle. Le pouls intérieur fonctionne de la même façon. En fait, la pratique mentale englobe énormément d'aspects. Mais ce qui est, selon moi, le plus important, et qui pourtant n'est presque jamais abordé, c'est la manière d'enseigner, de façon systématique, aux pianistes à regarder une partition et à imaginer chaque note qui y est écrite. On ne peut pas s'attendre à ce que l'on ouvre une partition et que l'on entende instantanément chaque note, avec le bon mouvement, la bonne dynamique, l'harmonie juste, les voix distinctes, le phrasé, le pouls, la musique, comme si l'on faisait une lecture à vue dans notre esprit, si on ne nous a jamais appris à développer et maîtriser cette pratique mentale. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre que si tu n'es pas encore capable de lire la musique dans ta tête, ce n'est pas parce que tu n'en es pas capable, c'est parce que tu ne l'as jamais pratiqué. Et si cela t'intéresse, l'approche pédagogique de PianoWell pourrait être exactement ce qu'il te faut. Car tu peux y avancer pas à pas, dans un cadre très apaisant, très efficace, et même très agréable. Tu peux commencer à explorer comment imaginer les notes, puis tu peux apprendre à les enchaîner mentalement. Tu peux visualiser les deux mains en même temps. Tu peux imaginer 10 notes à la fois, ce qui, en soi, est un autre aspect de la pratique mentale. Être capable d'entendre toutes les voix en simultané. Et ça non plus, ça ne vient pas en une nuit, ni uniquement aux pianistes particulièrement doués. C'est quelque chose que l'on peut développer avec une méthode adaptée. La pratique mentale est très importante. Je ne pense pas qu'elle soit enseignée de manière suffisamment précise. Et je ne pense pas non plus que les enseignants lui accordent l'attention qu'elle mérite.
Et pourtant, elle est absolument fondamentale pour une technique saine, pour une expression authentique au piano. Parce que, encore une fois, et je le dis dans presque toutes mes vidéos, pourquoi passer des heures à entraîner notre langue si, au final, nous ne savons pas ce que nous allons dire? C'est la même chose ici. Et c'est une question très pertinente. Je pourrais identifier clairement 3 domaines où les pianistes commencent à se sentir en sécurité et donc à se réparer eux-mêmes. Le premier, selon moi, c'est que nous ressentons de l'anxiété face à notre pratique parce que, intuitivement, nous savons que le chemin que nous empruntons ne fonctionne pas, que les enseignants ne nous aident pas vraiment. Et ce sentiment d'être piégée, impuissante, c'est cela qui génère l'anxiété et qui, honnêtement, nous enlève toute envie de pratiquer. Alors, proposez à l'élève une nouvelle manière de pratiquer, une méthode qui fonctionne jour après jour, qui produit des résultats concrets et qui apporte de la joie et de la satisfaction pendant le travail, c'est déjà une forme de guérison. On lui montre simplement « Regarde, n'essaie pas d'ouvrir cette porte, elle est fermée, ce n'est pas la bonne. Voici un autre chemin. Il est ouvert pour toi. C'est vert, c'est beau, les oiseaux chantent dehors et le soleil brille. » Et ça, c'est une sensation merveilleuse. Une autre façon pour les pianistes de se sentir en sécurité, c'est de savoir qu'il existe un plan de travail fiable, qui fonctionne à chaque fois, qui donne un résultat chaque jour. Un plan structuré que tu peux suivre et qui te montre combien d'étapes il te faudra pour terminer une pièce. En d'autres termes, être prête à jouer sur scène. Beaucoup d'anxiété vient de cette petite voix au fond de la tête qui te dit que tu n'es pas certaine d'être prête à jouer le 20 mars, par exemple. Ne pas pouvoir compter sur une date précise, sur une routine claire, cela génère énormément d'angoisse. Et, pour être honnête, investir autant de temps dans une œuvre qu'on ne jouera peut-être jamais est aussi une énorme source d'anxiété. Parce que tu sais, au fond, que tu es en train d'échouer. C'est comme investir ton argent au mauvais endroit. Et comme je le disais, ce n'est pas seulement rassurant de savoir que, par exemple, dans 12 jours, tu seras prête à jouer ce morceau. C'est aussi savoir exactement quel volume de travail peut être accompli en 12 jours et combien de temps par jour tu devrais y consacrer. On parle ici de détails très concrets, mais ce sont eux qui donnent un vrai sentiment de sécurité aux pianistes. Tout cela renforce énormément les élèves. Et cela crée aussi un élan d'inspiration, parce que tu prends réellement plaisir à pratiquer. Tu sais que tu peux suivre ton journal de pratique et prévoir tes résultats jour après jour. Et tu sais exactement combien de temps tu vas consacrer à ton morceau. C'est pour cela que je crois profondément que tout cela est guérisseur pour toute personne qui joue du piano. Car ce sont précisément ces zones d'incertitude qui génèrent tant d'angoisse en nous. Le fait de ne pas pouvoir prévoir, de ne pas savoir si tu seras prête à temps. Ne pas savoir non plus quoi faire demain, ou si le temps et l'énergie investis aujourd'hui porteront leurs fruits demain. Tu te réveilles, tu t'assieds au piano, et tout semble à nouveau confus, et tu ne sais plus quoi faire, ni dans quel ordre. Et en plus, tu sens que la veille n'a fait qu'aggraver les choses. Il y a donc beaucoup de culpabilité, beaucoup d'anxiété. Avoir un plan clair, prévisible, avec des résultats quotidiens et une grande lisibilité. À mes yeux, c'est cela l'essence de la guérison. Alors, si tu te sens un peu perdu en ce moment, mon meilleur conseil serait « Suis ton enthousiasme ». Fais ce qui t'anime maintenant. Si la pratique du piano ne t'apporte plus rien et ne fait que te blesser,